Salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast. La Ligue des dirigeants, podcast au cours duquel nous recevons des dirigeants qui partagent leur expérience du pilotage de la performance, de la capacité à prendre une organisation du 21e siècle et l'amener à produire des niveaux supérieurs de résultats. Nous insistons essentiellement sur ces dirigeants qui prennent des organisations dont les chiffres étaient à niveau IS de pas très grande satisfaction et qui arrivent à faire un travail extraordinaire pour en quelques années faire monter les chiffres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recrute des dirigeants. Bienvenue dans la Ligue des dirigeants. Et pour ce numéro spécial, je suis très heureux de recevoir un dirigeant de banque passionné de son métier. Il s'appelle Kassim Yaya. Bonjour DG Kassim Yaya. Bonjour Herman. C'est un très plaisir pour moi de te recevoir. Je vous l'ai dit que vraiment c'est quelqu'un de magnifique, de très passionnant dans ce qu'il fait, de très profond également. Dans ce qu'il fait, j'apprécie surtout le côté spirituel dans tout ce qu'il fait. Je vais très rapidement vous présenter Kassim Yaya. Allez, Kassim Yaya, il est titulaire d'un master en ingénierie bancaire et financière, option gestion des risques obtenu à l'IAE de Nantes en 2007. Kassim Yaya a profité de cette opportunité, d'une opportunité qui s'est offerte pour lui au Gabon, pour rentrer en Afrique et mettre son savoir-faire au service du développement de l'Afrique. C'est l'un de ces rares cadres dirigeants qui, à un moment donné, comprennent tout simplement que, il faut qu'ils apportent quelque chose à leur Afrique, d'où ils sont partis. Il va connaître très rapidement, en débutant sa carrière chez BGFI Bank, une ascension très rapide. En effet, de 2007 à 2014, il va occuper successivement les fonctions de chargé de clientèle, entreprise ou corporate, directeur d'agence, directeur du centre d'affaires entreprise au Gabon et bien évidemment directeur commercial et marketing de BGFI Banque Guinée. Il faut dire en passant que c'est parce qu'à chaque fois, il a su produire des niveaux de résultats extraordinaires que en l'espace de 7 ans, il a pu gravir les échelons. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent aux gens qui aspirent à des carrières de dirigeants, on ne fait pas plus de 5 ans à même poste. Donc, comme on a pu le voir, Kassim Yaya est passé de chargé de clientèle entreprise à directeur commercial et marketing, en passant par directeur d'agence et directeur centre d'affaires, en l'espace de 7 ans, seulement 4 différents postes. Et bien évidemment, quand ça se passe comme ça, c'est parce qu'on produit des niveaux supérieurs de résultats, Kassim. Eh bien, tu as très rapidement eu la confiance de tes dirigeants et en 2017, bien évidemment, tu vas être nommé à la tête de BGFI Banque Sénégal en tant que directeur général, après seulement avoir passé 10 ans chez BGFI Banque sous la houlette donc du coup de Kassim Yaya, et en seulement 2 ans, il va faire progresser le PNB, le produit net bancaire de BGFI Banque Sénégal de plus de 194%. Oh mon Dieu, il a équilibré non seulement le résultat d'exploitation contre une perte de 2 000 il y a 5 auparavant, et puis il a pu très rapidement faire passer le total bilan de 50 milliards en début de mandat à 102 milliards. Il va améliorer très rapidement la position de la banque et lui fait gagner 4 places sur la place bancaire au Sénégal. Une place bancaire, faut-il le rappeler, très, très concurrentielle. Oui, il va à chaque fois avoir la confiance de son groupe, de son PDG, donc, qui va lui demander d'aller appuyer la filiale du Bénin qui était en pleine restructuration, une banque 2 fois plus grande bien évidemment que BGFI Banque Sénégal, et il va relever ce défi en 2 ans en restaurant la confiance des clients, en restructurant le réseau des agences, en diversifiant l'offre produit, en s'assurant de ce que la banque ait une présence commerciale plus forte, ce qui s'est traduit, Kassim, par une évolution du portefeuille de la banque de plus de 20 clients. NPNB qui va passer à 4 milliards en hausse de 22%
en 2 ans, et bien évidemment près de 100 milliards de ressources collectées et 21 milliards de nouveaux crédits accordés avec une couverture par les emplois de plus de 137%, ce qui bien évidemment constitue une amélioration considérable pour une banque qui était caractérisée par un déficit de trésorerie. Après ces 2 ans passés, eh bien, Kassim a décidé de faire un break pour chercher de nouveaux challenges. Il est marié et père de 4 enfants. Il est passionné de lecture, des questions liées à l'entrepreneuriat, au développement des PME, PMI et à l'inclusion financière. Et bien évidemment, Kassim Yaya, comme tout bon musulman, comme tout bon Nago, il aime bien passer du temps en famille qui constitue pour lui eh bien, une vraie source de bonheur, un vrai pilier de son bonheur au quotidien. Je te dis encore une fois bonjour Kassim. Bonjour Herman. Allez, je te remercie d'avoir accepté bien sûr partager ton expérience avec nous. Il y a une chose que je voulais te demander, comment est-ce que on fait pour gagner la confiance des gens qui nous nomment? Toi, tu quittes la France pour venir au Gabon, un pays qui a priori n'est pas le tien. Tu es nommé chargé de clientèle corporate en tant que commercial. Comment on arrive à venir dans un pays qu'on ne connaît pas et à faire du commercial? Je te remercie Herman et merci pour cette présentation. Écoute, je pense que qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Déjà, quand on est recruté dans un pays qui n'est pas le sien, il y a, on va dire, on suppose sur la base de l'expérience que j'ai à l'époque, j'étais très jeune, que voilà, il y a une compétence qui est là. Maintenant, il faut prouver cette compétence et la meilleure façon de la prouver, c'est de faire du résultat. Et du résultat. Bon, moi, j'étais arrivé sur un marché où c'était pas ma culture, je connaissais rien du tout et tout ce que j'avais, c'était de prouver, de faire du résultat parce que c'était le seul moyen pour moi de me faire remarquer. Et très vite, je me suis fait remarquer, ce qui a fait que j'ai rapidement évolué. En seulement 2 ans, je suis passé donc directeur d'une agence qui est l'une des agences très stratégiques donc, du Gabon, de la zone portuaire. Et ensuite, voilà, j'ai géré les grandes entreprises et la porte était ouverte donc, pour prendre la direction commerciale d'une filiale qui était donc à l'époque la 3e filiale donc, du groupe et avec une taille de bilan significative pour la zone de l'Afrique centrale. Donc, à chaque fois, ça a été les résultats. Et c'est encore ces résultats-là qui m'ont permis donc, de prendre le poste de directeur général donc, de notre jeune filiale à l'époque, de BGFI Banque Sénégal, et travailler, faire du résultat, et qui a conduit ensuite à ma carrière au Bénin, et puis voilà. Donc je pense que le principal levier, c'est de produire du résultat, de travailler, et de faire ses preuves, surtout quand on n'a que ça comme atout principal. Et bien évidemment, lorsque il faut produire du résultat sur un marché, on entend souvent les gens dire que le marché est difficile. Le marché du Gabon est difficile, c'est un marché que je ne connais pas. Les gens peuvent avoir des excuses. Comment on s'organise? Quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour ne pas utiliser les excuses comme réserve à la capacité à démontrer qu'on est capable de produire du résultat? Je pense qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas de marché facile. Chaque marché a ses contraintes. Donc, à chaque fois, il faut identifier quels sont les éléments, les leviers qu'on peut développer pour faire de la différence sur ce marché-là. Parce que, bien évidemment, quand on a reçu un marché où il y a beaucoup de concurrents, la seule chose qui permet de démarquer, c'est de faire les choses que les autres ne font pas forcément, de faire mieux ce que les autres font et de faire en plus ce que les autres ne font pas. Et c'est d'être présent commercialement, d'être disponible et de travailler comme cela se doit. Alors, la chance que moi j'avais aussi, c'était une banque qui était certifiée qualité, donc avec des normes bien établies. Donc, il faut bien suivre ces normes-là, travailler à ces normes et puis suivre les équipes, piloter les équipes au quotidien, vraiment monitorer de façon très, très rapprochée ces équipes-là pour atteindre du résultat. Très bien. Et là, tu as eu la confiance de ton top management alors que, bon, on va dire, tu es béninois, tu quittes la France, tu viens au Gabon, c'est pas chez toi. Comment est-ce qu'on fait pour mériter la confiance de ces dirigeants et finir par être nommé directeur général? Je pense que pour être promu, il y a non seulement le résultat, et comme je disais tantôt, il faut produire du résultat, travailler, montrer qu'on sait travailler, montrer que les raisons pour lesquelles on vous a recruté, ce sont des raisons valables et que sur le terrain, vous en valez vraiment la peine. Et puis ensuite, il y a un élément important, il faut avoir une certaine éthique, il faut avoir une certaine moralité, parce que quand on veut monter dans le top management, quand pour vous faire confiance, il faut qu'on ait la preuve que vous êtes quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Donc, je pense que c'est des éléments importants. Et puis, bien évidemment, il faut montrer sa loyauté à la filiale. Et montrer sa loyauté, c'est travailler et ne travailler que pour cette boîte-là. Et voilà, se concentrer sur ce qu'on a à faire
Et puis, voilà, faire toute la différence par rapport aux autres. Et puis, bien entendu, avoir aussi une capacité de leadership en faisant la remarquer lors des événements, lors de tout ce qui est événement sociétal de la société, pour montrer, prouver sa loyauté à ses dirigeants. Donc, c'est tout un cocktail d'éléments qui permettent en fait de mériter la confiance au-delà de la production de résultats purs et simples. Oh, wonderful, wonderful. Et ce qui m'amène à te poser une question. Beaucoup de gens se disent, on ne peut pas être DG avant 40 ans. Quand on entend parler de quelqu'un nommé DG, c'est forcément quelqu'un qui a, eh bien, la Bible. Je me rappelle comment je me déplace, je vais voir les gens, ils me disent, ah, c'est tout, c'est toi là. Je me trouve plutôt trop petit. Mais toi, tu es nommé DG à 27 ans. 37 ans. 37 ans, autant pour moi. 37 ans. Et comment on fait lorsque on a été nommé directeur d'agence au Gabon, où ça fait la fête, on va être simple. Quand on est nommé directeur du centre d'affaires, la meilleure agence de BGFI Gabon, qui est la première banque du Gabon, sinon de l'Afrique centrale. Comment on fait pour se concentrer sur le job? Quels sont les leviers? Peut-être que tu as puisé de ton éducation, j'en sais rien. De ta foi, j'en sais rien. Qui t'ont permis de rester concentré sur le job. Je pense que la question que tu poses est très pertinente parce qu'effectivement, il faut se concentrer sur le travail, surtout quand on est jeune et qu'on a des responsabilités très tôt. La principale clé, c'est l'éducation. Et en plus de l'éducation, vous savez, nous, on a reçu une éducation qui dit que quand tu vas à l'étranger, il ne faut pas revenir les mains vides. Donc, il ne faut pas revenir les mains vides. Il faut revenir avec... Tu es en mission. Je suis en mission, voilà. Donc, il faut aller travailler et puis prouver de quoi on est capable. Il faut pas... Voilà. Donc, quand on va, on sait ce qu'on a à faire pour faire du résultat. Et puis, voilà, prouver toute sa place dans le pays où on est. Sachant que moi, j'étais parti au Gabon, effectivement, dans un type de contrat aussi qui était très challengeant par rapport au contexte Soka, qui était des contrats à durée déterminée, ainsi de suite. Oh, tu avais des contrats de courte durée? De courte durée à chaque fois, compte tenu de la législation du Gabon. Donc, c'était des éléments qui vous montraient qui vous amenaient à sortir de vous-même, à montrer que vous êtes capable de tout. Ce qui veut dire que si tu ne délivres pas, tu es voilà, si tu ne délivres pas, tu pars. Donc, effectivement, le seul levier que j'avais, moi, c'était du fait du résultat. Et rien que du résultat. Et je pense que quelque part, cela a été très, très bénéfique pour moi. Je ne suis pas versé dans la facilité. J'aurais pu rentrer chez moi, avoir une vie très confortable. Mais j'avais cette envie de prouver, de réaliser quelque chose, de montrer qu'en dehors de mon cadre favori, je pouvais faire quelque chose. Et l'idée, c'était de dire que si je réussis ailleurs, dans un environnement qui n'est pas le mien, il est évident que dans un environnement où tout est favorable, je peux réussir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai fait en me concentrant sur le job, en étant concentré, en puisant de mon éducation, parce qu'on n'a pas notre éducation, l'éducation que je suis est une force, et également l'éducation religieuse qui permet de contenir, on m'a dit, un certain nombre d'envies qui sont liées au jeune âge. Donc voilà, donc je pense que c'est tout ce cocktail d'éléments-là qui permet de tenir, de rester droit dans ses bottes, et de faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Voilà. Si je ne me trompe, tu as fait le collège de l'Espoir à Cotonou. Le collège de l'Espoir à Cotonou. Il paraît que quand on fait ce collège, c'est parfois, ça se transforme en collège de désespoir pour certaines personnes. Et comment toi tu as fait? Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées et qui t'ont servi plus tard? Parce qu'en fait, quand on regarde ta trajectoire, tu es passé entre-temps par Yamoussoukro, c'est ça? Oui. Raconte-nous ton histoire. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une histoire qui a cultivé quelque peu ma résilience, on va dire. Je pense qu'il parle du collège de l'Espoir. Il y a une histoire qui dit que moi, j'étais un élève assez très brillant, donc de ma génération. J'ai connu quelques échecs qui m'ont transformé profondément. Le premier, c'est l'échec au bac. Voilà, au bac C. Tu étais brillant, mais tu as échoué au bac. J'ai échoué au bac C parce que j'étais plus littéraire que scientifique, bref. Donc, mais j'étais connu comme un élève très, très brillant donc, de l'école, donc à la grande surprise de mes enseignants. Et puis, bon, cela fortifie, ça vous donne de l'humilité, ça vous donne de la reprise sur soi. Voilà, moi, j'étais le genre d'élève qui se moquait un peu de ceux qui avaient 12 de moyenne. Donc voilà, donc très tôt, ça m'a ramené dans mes bottes. Tu es revenu sur terre. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a transformé, moi, qui m'a donné beaucoup d'humilité. Après, je suis allé à Yamoussoukro parce que, voilà, j'ai eu par le biais d'un cousin, donc j'ai entendu parler de cette école prestigieuse. Et quand je suis arrivé à Yamoussoukro, j'ai voulu faire un SICOU, donc un DUT. J'étais accompagné par mon père à l'époque. Et quand j'arrive, quand ils voient mes notes, ils voient que j'ai fait la série C, ils me disent « Mais non, pourquoi vous faites une série courte ?
Voilà, il faut faire une classe préparatoire qui est brillante, c'est pour les gens brillants. Et puis, ben, tout de suite, je me suis dit, écoutez, moi, je fais la classe prépa, j'aime les challenges. Et puis, je suis allé, sachant que la classe prépa, elle est risquée. Parce que, voilà, la classe prépa, soit vous ne passez pas avec les moines, vous passez sur la base d'un concours. Donc, voilà. Donc, j'ai fait cette classe prépa. Et puis, cette classe prépa, j'ai passé ces 2 années de prépa. Je n'ai pas réussi mon concours. Donc, j'avais la possibilité soit de reprendre, comme beaucoup de gens. Je n'ai pas repris. Et je suis parti en France. Parce que ça consistait aussi à une période où la Côte d'Ivoire, voilà, ça branlait un peu, cette période-là. Et puis, je suis parti en France. Et puis, voilà, j'ai repris du début, tout simplement. Et puis, j'ai eu un parcours linéaire qui m'a permis donc d'avoir mon master en gestion des risques et de faire mon parcours que j'ai fait par la suite. Donc, tout ce que je retiens de cela, c'est cette résilience, cette capacité à rebondir, à revenir sur ses pas et avoir confiance en soi et à se battre, en fait, pour faire du résultat. Et tout ça m'a conduit, m'a aidé, en fait, dans la suite de ma carrière. Quand je pars au Gabon, quand je pars en Guinée équatoriale, qui sont des pays difficiles, quand je pars au Sénégal, qui est un pays à très forte culture, très dominante, avec beaucoup de concurrents, avec beaucoup de mastodontes. Donc tout ça a développé donc, ma résilience et m'a permis à chaque fois de pouvoir me battre et puis de réussir les challenges qui me sont confiés. Si je comprends bien, tu as appris à échouer. J'ai appris à échouer. J'ai appris à échouer, à ne pas voir l'évidence en tout. Je pense que ça, c'est important. Et ça, cela me conduit à chaque fois. Cela permet une remise en cause perpétuelle et qui permet de s'améliorer. Toi qui as fait plusieurs pays, quand on vient dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, on se fait sa place? Quand on vient dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, je pense que la première des choses qu'il faut avoir, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit. Il ne faut pas avoir d'a priori donc, sur la culture. Il faut être très... Parce que vous les Béninois, je vais dire, nous les Béninois, on peut être parfois très arrogants. Ça, je pense qu'on peut être très arrogant. Et on parlait de Yamoussoukro, moi, la première gifle que j'ai eue... tu étais giflé là-bas? La première gifle intellectuelle que j'ai eue. Oui, bien sûr, j'ai compris. Voilà, c'est de dire que les Béninois, on avait cette réputation d'être des gens très, très brillants, au-dessus de tout. Mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai vu des gens qui étaient extrêmement brillants. Donc voilà. En tout cas, Yamoussoukro, c'est la crème des crèmes. C'est la crème. Donc ça vous apporte de l'humilité tout de suite. Et ça vous apporte de l'humilité également, de l'ouverture d'esprit. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé tout au long de mon parcours. Donc, quand on vient dans un pays, c'est un élément très, très important de pouvoir s'ouvrir à la culture, d'être tolérant, d'être humble, de comprendre cette culture, de pouvoir l'adapter et de savoir comment l'utiliser dans l'exercice de ses fonctions pour pouvoir adresser utilement ses préoccupations. Donc, je pense que ça, c'est la clé fondamentale, à mon avis, quand on vient dans un nouveau marché qui n'est pas de notre culture. Merci beaucoup, Kassim. Parlant toujours d'humilité, j'ai compris quelque chose de très important chez toi, c'est que tu n'arrêtes pas d'apprendre. Pourquoi c'est très déterminant de ne pas arrêter d'apprendre? Moi, je n'arrête pas d'apprendre parce que j'estime que on n'a pas la science infuse à chaque fois et que tout au long de sa carrière, on ne peut mûrir fondamentalement à 50, 60 ans qu'en apprenant à la fois de ses erreurs, en demandant à des personnes qui sont habilitées, donc qui ont cette expérience plus de vécu que nous, de savoir comment je gère telle ou telle chose. Parce que voyez-vous, dans le management, il y a ce qu'on a appris à l'école, qui est très théorique, qui est très technique. Et quand on est manager, c'est tout sauf la théorie. C'est la pratique, c'est l'expérience du terrain, c'est la gestion des émotions, c'est la gestion des subtilités, c'est la gestion du subjectif, c'est parfois un peu de politique. Voilà, il y a tout un ensemble de choses que vous n'apprenez pas à l'école. Et ça, il faut l'apprendre en discutant avec les gens. Et avoir aussi ce que j'appelle moi une capacité d'enseignabilité, la capacité d'accepter ce qu'on vous apprend. La capacité d'enseignabilité. D'enseignabilité, ce que j'appelle la capacité. Toi, tu es DG, puis tu nous parles de ça. Non, c'est important parce que il faut pouvoir retenir. Après, comme je dis toujours, tout ce qu'on vous dit, vous ne le prenez pas forcément pour content. Vous avez votre capacité de discernement, des convictions personnelles, et c'est à vous de l'adresser efficacement dans l'exercice de vos fonctions. Donc, je pense qu'il ne faut pas arrêter. Et même, on peut apprendre même de personnes qui n'ont pas notre niveau, qui ne sont pas forcément DG. Il y a des personnes qui ne sont pas DG, sont parfois en dessous de vous, dans d'autres qui ont d'autres expériences. Et en discutant avec eux, vous l'appliquez à votre secteur d'activité. Donc, je pense que là, c'est important d'avoir cette humilité, cette ouverture d'esprit. Et moi, ce que j'ai remarqué dans toutes les filières où je suis passé, c'est quelque chose que les équipes apprécient énormément.
de savoir qu'on a un dirigeant qui est humble, qui à la fois s'impose, domine, mais qui est à la fois humble parce qu'il n'affiche pas cet état d'esprit de tout connaître, de tout savoir. Donc je pense que c'est très important. Magnifique. Avant qu'on arrive à ton expérience de DG, je voulais continuer toujours avec ton expérience personnelle. La religion, la foi, la spiritualité. Quel rôle ça joue? Quel rôle ça joue dans ton parcours? Et quel rôle ça joue dans ta vie de dirigeant? Alors moi, dans mon parcours, je vous ai parlé tout à l'heure de résilience. Je pense que, comme je dis, j'ai été confronté parfois à des situations très absurdes, élèves très brillants qui ratent le bac. Au Bénin, c'est pas rare au Bénin, hein, ça arrive. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est... C'est presque un affront pour la famille. C'est presque un affront même personnel. Donc, quand vous voulez surmonter tous ces éléments-là, pour puiser la seule force qui vous permet de gérer cela, à mon avis, c'est la foi. Parce que moi, je considère, en tout cas, la religion musulmane, je connais de certains principes, comme en fait une école pour moi de développement personnel. Parce que la plupart de nos livres religieux reflètent des faits du présent que nous vivons qui se sont passés déjà par le passé, comment les gens puissent surmonter cela. Et je pense que c'est un élément fondamental quand on veut gérer en fait les éléments absurdes donc de dirigeants et puis gérer ses émotions et ainsi de suite. Donc je puise une force énorme dans la religion. C'est quelque chose qui m'apaise, c'est ce qui me sert de développement personnel, qui me sert d'exemple. Et voilà. Pour moi, on enseigne tout dans la religion. La patience, surmonter les épreuves, gérer les réussites. Voilà. Parce que la vie, c'est un mélange de réussite et d'échecs, tout simplement. Et pendant les moments difficiles, tu sais faire appel à la religion et tu allais à la Mecque. Pendant les moments difficiles et les moments faciles. Je pense que c'est une nuance importante parce que pour moi, voilà, les moments difficiles font partie de la vie. Les moments faciles aussi font partie de la vie. C'est une belle philosophie, ça. Voilà. Donc, à chaque fois, à mon avis, il faut faire appel à la religion sans être extrémiste. Je pense que... Ah oui, alors en tout cas, quand tu n'as pas fréquenté, tu n'as rien d'extrémiste. Donc sans être extrémiste, je pense que la religion... Tu traînes avec nous les mécréants, là. Donc, je pense que la religion est importante. Je suis allé à la Mecque, en fait, oui, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai profité d'un moment de break, un moment où je me posais beaucoup de questions aussi, pour partir, où je comprenais pas certaines choses, pour me ressourcer, pour revenir, en fait, aux fondamentaux. Et puis, voilà. Donc, c'est un moment que j'ai particulièrement apprécié. Et voilà. Voilà. Très bien. Prendre sa fonction, réussir le défi qu'on vous a fixé. Quand tu arrives en Guinée équatoriale, là aussi, directeur marketing et commercial, comment tu appréhendes déjà la responsabilité qui était la sienne et comment tu as pu, n'est-ce pas, prendre le poste et démontrer que tu étais capable de devenir plus tard, du moins au bout d'un an, c'est bien cela, directeur général au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Donc, tu as démontré des résultats sérieux là-bas qui ont permis à ton top management de te nommer DG de BGFI Bank. Comment tu as pris la fonction? Alors, au moment où j'arrivais en Guinée équatoriale, il faut savoir que la Guinée équatoriale, c'est... Excusez-moi, pour ceux qui connaissent la Guinée, c'est un pays, je veux dire, challengeant. Particulier. Voilà, un pays particulier. Il paraît que les 3 Guinées sont particulières. Voilà. Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Donc, je dirais des thèmes challengeants. Et avec le fait aussi que, voilà, je parle pas la langue, je parle pas espagnol. C'est un pays qui parle français, mais l'une des langues principales, c'est l'espagnol. C'était la 3e filiale du groupe en termes de total bilan, de résultats. Donc, un gros challenge. Il fallait une transformation culturelle. Il fallait une transformation. J'avais cet atout d'être quelqu'un du groupe, d'avoir été moulé au groupe, qui pour moi est un très beau groupe en termes de process, en termes de formation, en termes d'approche tout simplement donc, sur le marché du Gabon. Donc j'arrive en Guinée équatoriale avec objectif pour moi de transformer, de mettre en place les choses suivant les normes, de faire les choses comme cela se passait au Gabon, qui était la filiale qui a bien marché, tout en s'adaptant à la culture locale. Donc, ce qui m'a permis, pour aller vite, de réussir, c'est déjà, à mon avis, la première chose, c'est ce que j'appelle, comme je disais tout le temps, l'ouverture d'esprit et la tolérance.
savoir... Accepter que les gens ne soient pas aussi compréhensifs, parfaits, tout à fait. À l'aise que l'on l'est. Tout à fait. Donc, je pense que ça, c'est un élément important au niveau du boulot et dans la vie. Parce que la vie en Guinée n'est pas la vie ailleurs. Il faut s'adapter à un certain nombre de choses, à un certain nombre de contraintes administratives, locales. Donc, ça, déjà, il faut l'accepter mentalement, accepter qu'on vient faire un job, accepter qu'on veut réussir, accepter qu'on part d'un point noir pour arriver à un point blanc, quelque chose qui est complètement clean. Donc, c'est ce que j'ai fait en mettant en place un plan d'action, en mettant en place un plan stratégique, un plan d'action, et en suivant le dénouement de ce plan-là. Okay? Et surtout en travaillant sur ce que j'appelais de la disruption, de l'innovation sur un marché, parce qu'il y avait de l'innovation à faire. C'était un marché très basique, très peu avancé, donc il y avait matière à apporter pour innover et faire la différence. Donc en travaillant sur le digital, en optimisant le cash management, en travaillant sur la banque de détail, parce que j'étais sur un marché où on a beaucoup tiré profit des gros financements, ainsi de suite, et où la banque, les fondamentaux de la banque n'étaient pas là, en termes de réseau, en termes de monitoring d'activité, en termes de produits basiques, il n'y avait pas tout cela. Donc c'est ce que j'ai fait en mettant en place tous ces éléments, en créant en mettant en place ces innovations, et en m'appuyant également sur les acquis de la filiale, en termes de grosses relations. Donc, non seulement tu apportes, voilà, mais tu profites de l'existant. Voilà, je profite de l'existant en utilisant les atouts. J'avais cette technicité pour faire des meilleurs dossiers de financement, accompagner les clients, être plus présent commercialement. Et puis, un autre point, former les équipes. Donc, en les associant, en faisant monter les gens en compétences, en encourageant les équipes à monter en compétences. Parce que je savais très bien que je n'avais pas un objectif de rester là-bas plus de 3 ans. C'était mon objectif personnel. Le pays est bien trop challengeant pour passer plus de 3 ans. Donc, j'avais un objectif, c'est d'aller très vite, d'aller en mode fast track pour délivrer rapidement du résultat et puis passer à un autre challenge, un autre défi. Parce que, voilà, comme vous avez pu le voir, je me lasse, voilà, au bout de plus de 3-4 ans. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, pour le faire, il faut faire du résultat. Voilà. Tu as combien de mariages? Un seul. Puisque tu passes à autre chose. Donc voilà, donc en fait, c'est un peu ça ce qui s'est passé en Guinée. Et puis bon, je pense que le résultat était au rendez-vous. En tout cas, le résultat qui était attendu en termes sur le plan de la création de résultats, de créer des leviers de résultats et de mettre en place un processus commercial bien établi et qui roule. Ok, donc je rappelle que tu te lasses très vite, que tu aimes de nouveaux challenges, etc. Mais pour bénéficier de nouveaux challenges, il faut produire des résultats qui montrent que le next step est possible. Et c'est là que, après avoir fait le travail en Guinée équatoriale, eh bien, encore une fois, ton président te fait confiance pour t'envoyer en tant que directeur général à BGFI Sénégal. Comment tu as vécu ce moment? Alors, j'ai vécu ce moment comme un moment de grande confiance, donc de la direction générale. Les gens m'appelaient du groupe. On m'a appelé un jour pour me dire, écoutez, vous êtes identifiés comme des jeunes potentiels, brillants du groupe, et on a envie de commercial dynamique, et on voudrait vous proposer d'aller au Sénégal. Moi, j'ai d'abord pensé que je partais comme directeur commercial ou directeur général adjoint, ou voilà, je suis passé comme DG donc, de cette filiale. Pour moi, c'était un grand honneur et une grande marque de confiance de me confier cette filiale parmi tout ce monde donc, de dirigeants, d'anciens dirigeants qui ont beaucoup d'expérience. Moi, à peine en 10 ans d'expérience, être proposé DG donc, du Sénégal, c'était un grand honneur. En même temps, je me sentais investi d'une obligation de réussir et de faire du résultat. Tu as toujours cette conscience du résultat? Oui, parce que je connais mon groupe. C'est un groupe où on ne vaut pas ses résultats. On ne vous respecte pas vos résultats. Tu ne produis pas, tu ne vaux rien. Tu ne produis pas, ben voilà. C'est sympa, quoi, mais bon. Voilà. On ne veut pas les gens, si on veut les gens qui produisent. On veut les gens qui produisent du résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je n'avais que les résultats comme élément... Fusil d'épaule, pour faire simple. Voilà, je n'avais que les résultats comme fusil d'épaule. Je n'avais que ça. Donc, j'ai accepté ce défi. Je suis allé au Sénégal avec comme objectif de réussir, d'apporter vraiment ma touche à cette filiale. Et puis, c'était en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc ça me permettait de faire un très bon retour dans ma zone. Et puis, ben voilà, donc j'ai pris le poste avec tout ce qu'il y avait comme défi, challenge,
pour pouvoir relever cette filiale qui n'avait que 2 ans à l'époque. Je pense 2017, oui. La filiale avait à peine 2 ans. Donc voilà, donc on était encore en phase, on va dire, du développement, démarrage, développement. Voilà. Et là, tu as réussi à équilibrer très vite Voilà, le résultat d'exploitation, voilà, j'ai qui réussi était à moins de 2,5 milliards et puis tu as équilibré ça. Voilà, donc j'ai réussi à équilibrer le résultat très vite, en 2 ans. Le résultat d'exploitation, je pense qu'on a diminué à peu près de résultat d'exploitation, donc un équilibre, contre une perte de 2,5 milliards auparavant. Voilà. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour travailler avec les Sénégalais déjà? C'est ton humilité qui t'a dit, parce que j'avoue que lorsqu'on est humble, on est accepté au Sénégal. Non, je pense qu'il y a l'humilité, il y a l'humilité, il y a la culture, il y a ce que je vous disais. Ou bien le fait que tu étais musulman, ça facilite la tâche. Je pense que peut-être, mais je suis parti en tant que cadre simple du groupe, et je venais déjà d'environnement assez challengeant en termes d'ouverture d'esprit. Donc pour moi, le seul levier, c'était de s'ouvrir, d'être humble, de comprendre, de poser des questions, de demander de l'aide, accepter, voilà, de s'adapter un peu à je dirais pas à la mentalité, je veux dire à la culture. Donc du Sénégal. À la façon de faire. Voilà, la façon de faire. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux culturels au Sénégal. Et puis ça, c'est déjà la base. Et puis maintenant, rentrer dans le vif du sujet, en définissant le plan stratégique, le plan d'action commerciale, en travaillant avec les équipes, en les réunissant pour définir ensemble une feuille de route pour pouvoir faire du résultat que je pouvais pas définir. Je n'allais pas définir cette feuille de route seule, c'est pas possible. Il faut intégrer les équipes, les cadres dirigeants qui étaient dans l'équipe et tracer une feuille pour un objectif de résultat. C'est ce que j'ai fait et pour pouvoir travailler. Et puis surtout, l'écart était tellement grand qu'il fallait travailler rapidement et trouver des gros business, de grosses opérations qui allaient impacter très rapidement dans le résultat de la banque. Et c'est ce que j'ai fait en trouvant des gros business qui m'ont permis rapidement de retrouver l'exploitation de la banque pour lui permettre de s'asseoir et de continuer sereinement son développement. Ce qui suppose que, en tant que directeur général, avec un background de directeur commercial et marketing, tu as profité de ça pour dire, je fais le job. Oui, parce que l'enjeu... Faut pas attendre et dire les équipes, allez. Non. L'enjeu était clairement commercial. Moi, quand je suis arrivé... Et c'est d'ailleurs sur cette base que tu as été nommé. J'ai été nommé, la fille était en développement, et moi, je n'avais pas de directeur commercial quand je suis arrivé. J'ai recruté un directeur commercial par la suite, mais je n'avais pas de directeur commercial, ce qui m'a permis de me plonger dans l'opérationnel du business. Je rappelle qu'on n'avait qu'une seule agence, c'était un filiale en démarrage, donc il s'agissait de mouiller le maillot, de se mettre encore à quoi avec les équipes, de travailler vraiment et de s'ouvrir, de chercher des business, de circuler aller nouer les relations là il faut à Dakar pour trouver le business. Et ça, c'est quelque chose qui a marché, qui m'a permis rapidement... Ne pas se replier, s'enfermer. Non, c'est pas possible au Sénégal de se replier, de trouver du business. C'est clairement pas possible. Et dans aucun marché d'ailleurs. Il faut s'ouvrir, il faut aller rencontrer les gens, il faut rencontrer les autorités, il faut aller chercher le business là où il faut. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait en ne laissant fermer aucune porte, en fait. Toutes les portes étaient les bienvenues. Toujours l'ouverture d'esprit comme toujours l'ouverture d'esprit, l'ouverture de portes, l'ouverture des opportunités, quitte après à trier les bonnes opportunités qui sont profitables pour la filiale. Donc c'est ce que j'ai fait et on a pu dénouer des gros deals, des grosses opérations qui nous ont permis rapidement d'atteindre le résultat d'exploitation à l'équilibre de la filiale, ce qui a été attendu dans les actionnaires. Une question que je voulais te poser. Ton premier conseil d'administration, c'était comment? Alors, mon premier conseil d'administration, je vais vous surprendre, c'était à la fois un stress positif, je dirais, parce que j'avais vraiment la rage de réussir. Vous savez, quand vous êtes nommé DG après 10 ans dans un groupe et qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, qui n'ont pas été DG ou qui ont fait des carrières, tout de suite on se dit, mais pourquoi lui? Donc tout ce que vous devez faire, c'est prouver que vous devez réussir parce que, voilà, ne vous inquiétez pas, les gens sont prêts à tirer tout de suite, dès que ça ne bouge pas. Donc, il y avait ce défi-là, personnel, de réussir, de montrer que tu es vraiment un jeune premier. Voilà. Donc, pour moi, c'était un premier conseil, c'était un stress positif.
c'était l'occasion de faire une première bonne impression auprès des administrateurs que je rencontrais la première fois, y compris mon PDG, qui est différent du PDG que de l'administrateur, qu'il était du président du conseil d'administration. C'est pas la même personne. Il est le mentor de l'autre côté. Quand il te nomme, il est le mentor. Quand on est un conseil... Exactement. Comme il le dit souvent, c'est deux personnes différentes. Donc, absolument. Il fallait prouver qu'on était capable de relever le défi en présentant, en général, c'était présenté d'un plan stratégique, une feuille de route, ainsi de suite. Et l'une des questions, quand je présentais ma feuille de route, je ne vais jamais l'oublier, c'est de dire, oui, tout ça, c'est bien beau. Mais les chiffres, ça donne quoi? Les chiffres encore. Les chiffres, ça donne quoi? Et ça, c'est quelque chose qui est resté gravé sur moi. J'ai compris tout de suite que le seul moyen, c'était de faire du chiffre. En fait, un conseil d'administration, c'est pas du blablabla. Non, je pense que... Et parfois, les membres du CODI oublient ça. Non, pour quand moi, on est en train de faire le CODI, les gens bavardent. En conseil, on a 2 heures, 1h30 parfois, pour dire les chiffres, ça donne quoi? Voilà, moi, je pense que ce qui détermine la suite d'un conseil d'administration et même d'un dirigeant, même d'une filiale, c'est les chiffres. Quand les chiffres... D'en base. Voilà. Quand tout va bien au niveau des chiffres, voilà, le reste, pour moi, ça coule de source. Mais quand les chiffres ne vont pas, c'est là où les administrateurs vont fouiller partout. Comité d'audit, comité des risques, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il est normal. Parce qu'ils recherchent qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas. Les goulots d'étranglement. Les goulots d'étranglement. Ils font leur job. Mais quand les chiffres, quand tout va bien... Quand on a anticipé. Quand on a anticipé, quand on a fait les chiffres, quand on a les réponses qu'il faut à ce qui peut avoir comme écart éventuellement des réponses, je veux dire, des réponses sérieuses et pas du blabla. Qui donne de la perspective. Qui donne de la perspective, c'est ce qui rassure les actionnaires. Et il s'agit en conseil d'administration de rassurer les actionnaires. Rassurer. Il faut rassurer les actionnaires, il faut montrer qu'on fait le job, que le job est fait, que la tendance est bonne, et que les actionnaires n'ont pas injecté de l'argent pour rien. C'est ce qui intéresse les actionnaires. Et ça, mon expérience, c'est la clé fondamentale. Il faut du résultat. Il faut du résultat. Il faut structurer l'atteinte de résultats. C'est important. Il faut dépecer, je veux dire, le bilan, le compte de résultats pour vraiment travailler sur tout ce qui est goulot de travail, qui empêche de faire du résultat pour réaliser du résultat. Comme le dit souvent Herman, il faut faire de la chirurgie. Je veux dire, c'est bien le thème. Hein. Voilà, il faut dépecer tout ça pour retrouver les éléments clés. C'est ce qui intéresse les actionnaires et il faut maîtriser son activité. Savoir de quoi on parle. Savoir de quoi on parle. Ne pas être approximatif. Ne pas être approximatif. Mais à la base, toi, tu n'étais pas banquier. Tu as fait l'audit, c'est ça ou... Non, j'ai fait banque. J'ai fait banque, d'accord. Mais j'ai fait gestion des risques. D'accord. J'ai fait gestion des risques avec quand même avec quand même des débouchés sur le commercial, mais commercial bancaire. Très bien. Commercial bancaire. Ce que tu as d'ailleurs fait brillamment derrière. Voilà, c'est ça. Très bien. On va venir maintenant à l'humain. Je t'ai connu grâce à une de tes anciennes collaboratrices qui a gardé de très bons souvenirs de toi et qui, quand on s'est vu pour la première fois, elle dit, il faut que tu rencontres Kassim. Mm-hmm. Ça veut dire que tu as marqué ton équipe. Mm-hmm. Quel est le rôle, quelle est la place de l'humain dans ton job de dirigeant? Pour moi, l'humain est très important quand on dirige les gens. Je pense que pour moi, ce n'est pas trop de dire qu'il faut aimer les gens, en fait, quand on travaille. Aimer les gens? Oui, il faut aimer les gens. On n'est pas camarades, tu dis on n'a qu'à aimer les gens. Non, en fait, c'est une manière de dire qu'il faut leur montrer que je veux votre bien. Je veux votre bien. C'est important parce que tout de suite, ça permet de créer la confiance. Et pour moi, tout ce qui va suivre par la suite est basé sur la confiance que les équipes ont en leurs dirigeants. Confiance de les amener à se surpasser, confiance de les amener à faire du résultat, confiance à les amener à développer une organisation qui finalement, si elle ne performe pas, n'est pas bénéfique pour eux. Donc, dans tout cela, il faut créer cette alchimie parce que s'il n'y a pas cette confiance-là, il y a beaucoup de mal après à suivre donc, les équipes. Donc, je pense que c'est très, très important pour moi. L'humain, ça joue un rôle très, très, très pondérant. Maintenant, il faut jouer sur l'humain pour atteindre la performance. Donc, l'humain vers la performance. L'humain vers la performance. C'est pas la complaisance. C'est pas la complaisance. Il y a une nuance. Pour moi, c'est très important. De bonnes relations. De bonnes relations. Et il faut faire comprendre aux équipes. Et je dis souvent que un collaborateur qui sait que vous le sanctionnez, alors que vous avez été humain avec lui, vous lui avez donné ce qu'il faut pour travailler, vous lui avez donné tout ce qu'il faut, il sera réceptif à votre sanction. Parce qu'il se dira, si le boss m'a sanctionné, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, je pense que c'est vraiment
un élément très important en termes d'humanisme, mais pas de complaisance non plus. C'est pas la complaisance, pour moi, le management, ça marche pas. Ah, pour quelqu'un qui est sensible au résultat comme toi, il peut pas être complaisant. La complaisance, ça marche pas. Pour moi, il faut être humain et conduire, accompagner, suivre les équipes pour pouvoir atteindre donc du résultat. Utiliser les défauts, les qualités pour pouvoir, ceux qui ont des qualités, améliorer ces qualités-là, ceux qui ont des défauts, parfaire ces défauts pour en faire quelque chose d'intéressant pour l'organisation qu'on dirige. De bonnes relations au service de la réalisation des objectifs. Exactement. Très bien. Et tu vas repasser au Bénin pour faire aussi de la transformation. Et là, il était question de faire de l'assainissement du portefeuille et du développement en même temps. Tout à fait. On va dire là. Comment on arrive à associer les deux? Alors moi, j'étais venu au Bénin dans le cadre d'un projet. J'appelle ça un projet parce qu'on m'a proposé, compte tenu des qualités commerciales, donc remarquées, supposées par le groupe et remarquées, d'aller au Bénin qui sortait d'une grosse période de restructuration, mais qui devait poursuivre son développement. Et l'activité du Bénin était aux arrêts déjà pendant 2 ans. Quasiment, il n'y avait plus de commercial. L'image de la filiale se détériorait complètement sur le marché. On donnait la filiale, on disait que la filiale est fermée. Bref, il y avait tout un trac qui fait que le commercial était complètement, on va dire, à terre. Déprimé. Donc, on m'a demandé de rentrer au Bénin, qui est mon pays d'origine. Pour moi qui rêvais déjà de rentrer chez moi un jour et puis travailler dans mon pays. Donc j'ai accepté volontiers cette expérience pour pouvoir apporter ce que je savais faire comme commercial dans cette filiale. Donc il y avait 2 pans d'activité clés. C'était la restructuration, donc au niveau notamment des engagements, de ce qui est risque de crédit et le développement donc, du portefeuille. Donc, moi j'étais surtout en mission sur le développement commercial. Et voilà, en tandem avec le DG donc, de la filiale, qui est un ancien donc, de la filiale, qui avait travaillé sur la période de restructuration. Et voilà, c'est ce que j'ai fait en travaillant sur les leviers clés. Tout ce qui était challenge clé, c'était surtout la liquidité de la banque qui était à sec, puisque vous savez très bien que quand on a prêté beaucoup d'argent, que les clients ne remboursent pas, il y a un effet important sur la liquidité de la banque. Il fallait développer donc, tout ce qui est action commerciale, qui nous permettait donc de restaurer cette liquidité-là. Donc, ce qui a été fait avec le développement de produits digitaux, de produits de cash management, ainsi de suite, des partenariats et le développement du portefeuille, parce qu'il y avait un objectif de développer la base clientèle et opérer une transformation du segment clientèle. Donc, c'est ce qui a été fait. Et puis, bon, au bout de 2 ans, ben, voilà, vous savez, quand on fait du résultat, quand on a travailler dans des filiales aussi challengeantes, on a parfois envie de faire un break et de rebondir, faire de nouveaux challenges pour aller beaucoup plus loin. Voilà. En tout cas, après le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et le samedi, il faut du dimanche. Il faut du dimanche. Pour breaker un peu. En tout cas, ce fut extraordinaire d'avoir échangé avec toi, Kassim. Je m'en vais te poser 3 questions. Difficiles, j'espère. Allez, première question, Kassim. Quels sont tes regrets? Mes regrets tout au long de... Mes regrets... bon, je ne sais pas si on peut parler de regrets. D'accord. Je dirais plutôt ce que j'aurais pu... Parce que je ne regrette rien, parce que tout est expérience pour moi. C'est ça. Les points d'amélioration, on va dire, c'est de dire que... c'est de n'avoir pas... parfois, d'avoir été... très peu politique dans ma carrière. Très bien. Ça comme ça. Les gens ont peur de faire la politique quand ils sont en entreprise. Je pense un peu quand même. Quand on arrive à un niveau de management très élevé, il faut en faire un tout petit peu. Pour ne pas paraître naïf. Pour ne pas paraître naïf. Ça, c'est l'un des points de regret. Et l'autre point, c'est de n'avoir pas pu chercher un vrai mentor. Un vrai mentor pour justement développer ces points-là qui vont au-delà du technique, tout simplement. Tu es un producteur de résultats et il fallait un peu de social, un peu de politique. Un peu de politique quand même. Et pour ça, il faut se faire mentorer. Oui. Voilà. Très bien. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Quand j'ai peur, ce que je fais, je vous l'ai dit tantôt, ça, je prie. Voilà. Je prie et puis je demande à Dieu sa grâce pour me permettre de surmonter ces épreuves-là.
et m'aider à trouver les bonnes solutions pour pouvoir résoudre le problème. Parce que dans tous les cas, la peur, elle sert à rien. Puisqu'à la fin, il faut agir. Donc voilà. Mais pour le faire, je prie. Et puis, je mets en place ce qu'il faut pour pouvoir atteindre mon objectif, tout simplement. Magnifique. Dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage en tant que dirigeant d'entreprise et peut-être en tant que père de famille? En tant que dirigeant d'entreprise, clairement pour moi, c'est de laisser un excellent bilan. Et un bilan pas uniquement ponctuel, mais un bilan qui permet de dire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après que, écoute, Kazim, il a laissé de vraies fondations pour la boîte. Et c'est grâce à ces fondations que nous continuons de nous développer. Parce que pour moi, faire du résultat spot n'est pas forcément... Feu de paille. Feu de paille, non. Il faut faire du résultat sur la durée. Il faut faire du résultat et créer les conditions d'un résultat durable. Et ça, c'est vraiment l'héritage que j'aimerais laisser comme dirigeant. En tout cas, à ma future fonction, c'est ce que j'aimerais faire, laisser vraiment du résultat durable et de vraies fondations. Magnifique. En tout cas, on était très heureux d'avoir reçu aujourd'hui Kassim Yaya. Il est ancien directeur général de BGFI Banque Sénégal et DGA de BGFI Banque, ancien DGA donc du coup de BGFI Banque Bénin. Je vais y arriver. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre workshop qui aura lieu du 5 au 11 juin 2021, ce sera à Nairobi. Nous allons parler de leadership et de choix complexes. On a la possibilité de pouvoir, donc, du coup, s'inscrire pour participer à 1 997 000 francs seulement pour partager les expériences avec des dirigeants comme Kassim et plein d'autres dirigeants d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre et du Maghreb. Ce sera du 5 au 11 juin 2021 à Nairobi. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ce workshop en allant sur notre site www.hcexecutive.net, hcexecutive.net, ou en appelant tout simplement par WhatsApp plus 221 78 138 15 17. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de notre podcast, La Ligue des dirigeants. Merci beaucoup, Kassim. Merci, Amand. Merci. Très intéressant. Merci. Allez, ciao, ciao.